What we're talking about is money. Real money. Amigo money. No dough, no show. Bienvenue dans Hollywood's Bull, le podcast qui aime les blockbusters, surtout quand ils partent en couille. You see, Hollywood is writing our lives. I'd buy that for $1. It's no expense. Show me the money! Chères auditrices et chers auditeurs, dans cet épisode, j'accueille Guillaume Bagnard. Salut Guillaume. Salut Jean-Baptiste. Guillaume, tu es venu à l'automne dans Hollywood's Bull pour parler de Speed Racer des Wachowski. Voilà, si c'est pas déjà fait, on vous invite à aller écouter l'épisode qu'on a fait sur Speed Racer, un épisode de presque 1 heure, où on a parlé du blockbuster mal aimé des Wachowski. Et à la fin de cet enregistrement, tu m'as conseillé de voir ou de revoir un film du début des années 2000. Tu m'as dit vraiment, ça vaut le coup de revoir ce film qu'on a oublié. Alors, il faut poser les choses. Je t'ai conseillé de le voir dans le cadre d'Hollywood's Bull, si tu veux. Je mets des gants parce que c'est pas un truc que tu conseilles à la volée à tout le monde malgré ta grande ouverture d'esprit. Voilà, je me suis dit tiens, ça ferait un bon Hollywood's Bull celui-là. Vu le budget et le résultat à l'écran, il y a un truc à faire. Voilà, merci d'assumer la responsabilité de l'épisode qui va suivre, puisqu'on va parler de Little Nicky, un film de Steven Brill, sorti en salle en 2000. Meet Nicky. Hello, friend. It's his first day in New York City. You crazy! After a day like this, Hey, can I ask you something? most people would pack up and head home. But for Nicky, this is a picnic compared to where he's from. Hell. That's a truck, son. Don't stand in front of them. Well, I'll have to take a mulligan on this one. Alors Guillaume, est-ce que tu réussirais à faire un pitch de Little Nicky, qui est tout de même un film pour le moins foisonnant dans ses gags, dans ses idées et dans son humour toujours de bon ton, N'est-ce pas? Alors oui, je peux le pitcher, mais le pitcher revient à ériger un arbre qui cache un peu la forêt. Donc Little Nicky est l'histoire de, aux surprises, Nicky, joué par Adam Sandler. Dans le film, Nicky est le fils du diable. En fait, l'un des 3 fils du diable. Ses 2 frères sont extrêmement ambitieux, veulent absolument récupérer le trône, être calife à la place du calife, pendant que Nicky, qui aime beaucoup son père, est très méprisé par ses 2 frères, veut au contraire que son père reste sur le trône. Nicky a de la chance, le daron décide de ne léguer le trône à personne et de repartir comme ça pour 10 000 ans de règne sur les enfers, ce qui va énormément vexer les 2 frangins qui décident de partir sur Terre, chez nous, dans nos rues, à New York, pour créer leur propre enfer sur Terre. Ça crée un bazar monstre au sein de l'enfer, justement, car le père des 3 frangins, le diable en personne, joué par Harvey Keitel, rappelons-le, disons-le, commence à se décomposer, car remonter des enfers pour des créatures du bas est strictement interdit. Il va donc être à charge du naïf, du neuneux, du si doux Nicky de remonter à son tour sur Terre, à New York, et de traquer ses 2 frères avant que le papa ne se décompose complètement. Voilà, tu t'en es pas trop mal sorti, c'est vrai que c'est une comédie avec tout un univers qui se déploie, où on doit poser des règles, où on doit présenter des personnages, le diable, les frères de Nicky, voilà, les lois physiques entre les 2 mondes, l'enfer et le monde des vivants. C'est donc une comédie avec un fort aspect genrifique, une comédie fantastique, et il faut les moyens pour représenter tout cet univers, tout cet argument fantastique à l'écran. Quand tu m'en as parlé, j'ai regardé sur internet, j'ai recoupé les infos, et apparemment c'est un film qui bénéficie d'un budget de 85 millions de dollars. 85 millions de dollars, quoi. Ouais, pour 2000, donc c'est vraiment un gros budget. Pour comparer avec, par exemple, La Momie, qui est sortie 1 an plus tôt, en 99, on est à peu près sur le même budget. Voilà, donc avec 85 millions de dollars, Hollywood a plutôt tendance à nous offrir des grands spectacles, des grands divertissements spectaculaires, d'action, d'aventure, ou des grandes fresques historiques avec une direction artistique fastueuse, avec beaucoup de figurants, des costumes, des décors. Et là, ces 85 millions de dollars sont au service d'une comédie potache. Une comédie très potache, qui assume parfaitement son humour parfois très grossier. Mais voilà, il faut représenter cet enfer, faut représenter ces visions dantesques, on va dire. Voilà, on est à mi-chemin entre l'enfer de Dante et une imagerie qu'on pourrait trouver sur une pochette d'album de heavy metal ou de black metal. Et d'ailleurs, qui fait un caméo dans le film, qui joue son propre rôle dans le film? Ozzy Osbourne, qui nous a quitté l'année dernière. Voilà, on vous avoue la vérité, ce podcast en réalité c'est un prétexte pour rendre hommage à Ozzy Osbourne. Quel meilleur moyen?
Voilà, il y a également deux métalleux qui accompagnent Nicky dans le film. Donc il y a vraiment la présence, la coloration, on va dire, de la culture rock dans le film, que ce soit un rock, une sorte de punk rock de la fin des années 90-2000, voilà, typique de l'époque, et aussi l'héritage du rock des années 80 d'une génération précédente, voilà, celle de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath. Donc on est dans cette logique très américaine, très hollywoodienne, de partir d'un argument fantastique sur le papier avec des scénaristes qui s'amusent avec cet univers-là, et une fois qu'il faut le faire à l'écran, faut vraiment se donner les moyens de représenter cet univers, de représenter cette logique fantastique surnaturelle à l'écran, comme dans une comédie fantastique telle que SOS Fantôme par exemple, qui avait bénéficié d'un beau budget et qui avait été un très gros succès à l'époque. On est dans de la comédie, clairement, mais aussi clairement dans du fantastique. On assume complètement le côté comédie fantastique, du point de vue visuel, du point de vue spectaculaire, du point de vue de la logique, de la diégèse, du lore, de l'exploitation du lore de cet univers. Voilà, SOS Fantôme, j'ai pas d'autres exemples là qui me viennent tout de suite en tête. Oh ben, c'est sûrement le meilleur, hein, vraiment, SOS Phantom. C'est bien vu pour donner une idée de l'argent qui peut être dépensé sur une comédie, mais en effets spéciaux, en décor, en costume aussi, parce que quel que soit le niveau d'intelligence ou de bêtise de ton film, il faut quand même le fabriquer. Et dans les deux cas, la comparaison est juste, avec des résultats très différents, hein, mais ils y ont mis vraiment les moyens. Allez, lâchons le mot, c'est un film d'auteur, hein, à 85 millions de dollars. C'est réalisé par Steven Brill, comme tu l'as dit, mais je sais pas trop dans quelle mesure c'est pas un projet de Adam Sandler, en fait, parce que, faut le dire, c'est un Adam Sandler exploitation, mais à 200%. Et il disait d'ailleurs, dans le making-of qui est sur le DVD, qui est un peu succinct, il disait qu'il aime passer du temps avec ses potes, du coup il leur écrit des rôles, donc ça sent que c'est un film de potes, et ça se sent que tout le monde s'est amusé. Vraiment, Harvey Keitel, il se régale à jouer le diable, il y a Rizzy Fans qui fait un des deux frères qui s'éclate à jouer le plus diabolique du lot, Adam Sandler, alors faut savoir qu'Adam Sandler passe tout le film en mode Timmy de South Park, c'est-à-dire qu'il a la tête à moitié déformée, on dirait par un coup de pelle, et vraiment il a un défaut de prononciation qu'il accentue à mort, en plus il a une mèche sur les cheveux, derrière laquelle il se cache façon Violette dans Les Indestructibles, pour citer un exemple des années 2000 aussi, un peu plus reluisant. C'est un Adam Sandler project, quoi. Vraiment, jusqu'au bout du bout, ça se sent qu'il l'a porté dans son cœur. Alors tu soulèves la question centrale du film qui est bien sûr Adam Sandler. Moi j'ai un rapport un peu compliqué, on va dire, à Adam Sandler. Je trouve pas que ce soit un mauvais acteur, hein. Il m'a même touché par exemple dans Punch Drunk Love, qui est un film que j'aime beaucoup, de Paul Thomas Anderson. Mais à cette époque il est déjà connu pour ses comédies telles que Happy Gilmore, que Waterboy, que Wedding Singer, etc., Big Daddy. Et c'est vrai que moi c'est des comédies que j'apprécie moyennement. Ça joue beaucoup sur les traumas de personnages, sur les complexes de ces personnages, sur l'humiliation. Là on le retrouve également dans Little Nicky, c'est un personnage qui est très humilié par son entourage. Ça annonce la cringe comédie qui va se développer un peu plus tard dans les années 2000, des films comme Frangin malgré eux, comme The Other Guys, etc. Mais tu vois, là où j'aime la cringe comédie américaine, parce qu'elle pousse les potards très loin, parce qu'on a des personnages qui assument leur fantaisie, qui assument leur folie, qui assument leur côté hors norme, leur côté marginal. Il y a presque un côté anard, je trouve, tu vois, dans la cringe comédie. Mais c'est peut-être dû à des réalisateurs qui me parlent plus, peut-être, qui ont peut-être davantage de réflexion sur ce qu'ils sont en train de faire, sur leurs personnages, sur leur façon d'utiliser cet humour dans les conventions de la société américaine. Là, je parle de films réalisés par Judd Apatow, par Adam McKay, dans une moindre mesure par des Jay Roach ou des Paul Feig. Et peut-être que là, à l'époque où Adam Sandler commence à exploser au cinéma, fin des années 90, début 2000, il est peut-être pas servi par des réalisateurs qui ont les mêmes qualités que ceux que je viens de citer. La comparaison est assez juste avec le travail de Adam McKay sur Frangin malgré eux, à ceci près que Frangin malgré eux, quand c'est sorti au cinéma en France, c'était dans 3 salles parisiennes. Je caricature, mais on n'est pas loin de la réalité. Il fallait aller au fin fond de je sais pas quel UGC à Paris pour le voir en salle. Et très très peu de spectateurs français l'ont vu en salle. Very Bad Cops, alias The Other Guys dont tu as parlé, était aussi compliqué à voir en salle en France. Il est sorti, hein, mais c'était pas l'événement. Adam Sandler, c'est la version plus de cette image-là qu'on a de la comédie américaine en France, parce qu'Adam Sandler aux États-Unis, il pèse vraiment. Hein. Ses films font événement. Il a un public extrêmement fidèle. Pour le spectateur français, c'est pas si évident. Et tu mentionnais Punch Drunk Love, et on peut citer Uncut Games aussi, qu'il a fait avec les frères Safdie sur Netflix. Je suis désolé, les dieux du cinéma me pardonneront la comparaison. Peut-être un jour, sinon j'irai en enfer avec Adam Sandler et son papa. Il en va de Adam Sandler en France, un peu comme il en va de Takeshi Kitano, je trouve, dans la réception, j'entends. C'est-à-dire que c'est quelqu'un en France, on a eu le filtre de l'exception culturelle pour ne voir que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on a célébré Kitano pour Anabi, pour Sonatine, qui sont de superbes films. Il s'est passé un certain temps avant qu'on découvre tout ce qu'il avait fait en tant que Beat Takeshi à la télé, les émissions débilissimes qu'il a animées avec une joie infinie. Et Adam Sandler, c'est un peu pareil en France, quoi. On n'a pas eu de mal à le prendre au sérieux.
chez Paul Thomas Anderson. On n'a pas eu de mal à le prendre au sérieux dans Uncut Games, mais combien de personnes sont allées se gaufrer Little Nicky, quoi. Entre autres choses, c'est l'exemple extrême aujourd'hui évidemment qu'on prend. Mais il a cette aura, à mon avis, pour ça, c'est que la comédie de Adam Sandler s'adresse majoritairement, si ce n'est exclusivement, à ses compatriotes. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le reste du monde. Quand tu te mets à chercher une comédie que tu veux regarder, et surtout avec des gens, tu vas vers Will Ferrell, tu vas vers Adam McKay, tu vas vers ces gens-là, vers Steve Carell évidemment, vers Judd Apatow évidemment. Tu vas par là. Il n'est pas en quête de cette respectabilité dans la comédie qu'il a acquise auprès de Paul Thomas Anderson. Oui, voilà. Ben moi, j'ai eu effectivement le même parcours à propos d'Adam Sandler, de mon rapport à Adam Sandler, que la critique en France, que la plupart du public en France, effectivement. Et c'est vrai que je lui reconnais beaucoup de talent dans Punch Drunk Love ou dans Uncut Games. Voilà, j'étais pas totalement braqué contre Adam Sandler. C'est pas un acteur que je trouve totalement horripilant non plus, qui peut être très compliqué dans une comédie qui est portée vraiment par un talent comique, qui est vraiment le rôle principal du film. Ça peut vite devenir saoulant, devenir crispant. Bon, j'avais quand même un peu d'appréhension à revoir Little Nicky. Revoir parce que je l'avais vu effectivement une première fois. Alors pas à sa sortie en 2000 en salle, mais il me semble que ça doit être sur Canal+, donc quelques mois plus tard, ou alors courant 2001, lors de sa première diffusion sur Canal+. Voilà, j'avais un peu d'appréhension, et je dois t'avouer que j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Je trouve que c'est un film qui, en tout cas, va très vite, c'est un film court et très enlevé, donc je trouve qu'il se regarde sans trop de déplaisir, en fait. Mais avant de parler de mon impression, je voudrais d'abord que tu me dises, toi, justement, qui a une relation longue avec Little Nicky depuis 25 ans, où t'en es actuellement, donc, dans ta relation avec Little Nicky en 2026? Oh, la relation s'est stabilisée comme tous les couples qui durent et prennent le temps de s'écouter, n'est-ce pas? Non, alors j'en parle comme ça, on dirait que c'est un film que j'ai vu tous les ans depuis sa sortie. C'est pas vrai en fait, parce que j'en ai entendu parler à l'époque où je traînassais dans les derniers vidéoclubs de France. C'est sorti en 2000, Little Nicky, j'avais une douzaine d'années, donc je ne réalisais pas à l'époque le caractère extrême de ses parties pris visuels et de ses gags et tout. Et donc je suis passé devant, j'ai dû le voir en cassette comme ça la première fois. J'ai aucun souvenir en fait du premier visionnage, mais comme beaucoup de cinéphiles, je me suis fait des soirées nanars avec un pote de manière assez régulière et même un petit peu ritualisée. On s'en faisait une tous les 2 mois à l'époque où j'habitais dans la belle ville de Montpellier. On poussait la chose au point que au lieu de télécharger servilement, on allait carrément à Gilbert Joseph fouiller les bacs et on se disait tiens, est-ce qu'il n'y a pas un truc, tu vois, mais un truc complètement usball justement, à 2 ou 3 euros qu'on puisse se regarder. Et il se trouve qu'un jour on a eu une moisson merveilleuse au Gilbert Joseph, c'est que pour à peu près 10 balles, on s'est trouvé à la fois à Little Nicky, il y avait Battlefield Earth aussi avec John Travolta, sûrement Catwoman de Pitoff et autre chose, tu vois. Donc c'était vraiment la crème de la crème du cinéma friqué. Et donc c'est vraiment là que j'ai vu Little Nicky, je pense. Mon vrai souvenir, il remonte à les 2014, peut-être 2015, quoi. Il y a eu 15 ans où j'ai pas recroisé sa route, c'est un film que je voyais nulle part à la télé. Le streaming était pas développé à l'époque, donc je risquais pas de tomber dessus. Si tu le télécharges, tu sais que tu vas vraiment le chercher, quoi. J'ai pas croisé sa route. Et là, en 2015, mais c'était 1000 fois plus ovniesque, 1000 fois plus osé que ce dont je me souvenais. Et depuis, en fait, 2015, j'ai vu le film 3 fois, tu vois. Donc j'ai vu le film 3 fois en l'espace de 10 ans. Et à chaque fois pour le montrer à des gens. Là, j'ai des amis qui sont venus chez moi et à chaque fois, c'était vas-y, est-ce qu'on teste, quoi. Parce que c'est un bon film test, Little Nicky, pour savoir si vous avez le même type d'humour que la personne qui est à côté. Soit pour un premier date, soit pour une petite soirée cinéma comme ça. Et typiquement, c'est un film auquel les gens s'attendent pas, pour 2 raisons. C'est qu'ils en ont sûrement jamais entendu parler. Il a beau avoir coûté 85 millions de dollars, ce qui est une somme énorme pour une comédie, il est tombé vraiment dans les oubliettes de l'histoire du cinéma. C'est toujours une surprise, hein. Tu ne peux qu'être surpris par Little Nicky, je pense qu'on peut le présenter comme ça. Parce qu'il apparaît pas non plus, il me semble, quand tu fouilles des listes de nanars, par exemple, il apparaît pas. Il a pas le profil type. Quand tu vas chercher les meilleures comédies des années 2000, évidemment qu'il apparaît pas. Donc il est à l'image de Nicky, en fait. Il est ni au paradis ni en enfer. Il est dans un entre-deux, tu vois, où il n'a pas sa place et où il croise des gens qui veulent bien lui prêter un peu d'attention. Donc voilà mon rapport à Little Nicky. Donc c'est un film que je connais effectivement depuis sa sortie depuis 25 ans, mais que j'ai apprécié vraiment sur le tard en 2015, au point aujourd'hui d'en faire un podcast, tu vois. Ouais, comme tu l'as dit, c'est un film oublié, c'est un film qui est rarement répertorié dans les listes sur Sens Critique, Letterboxd et autres. On en parle rarement comme d'un plaisir coupable. Moi, j'aime pas le terme nanar, hein. C'est un terme que j'apprécie pas trop. En plus, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un nanar? Alors, pour une comédie qui fonctionnerait pas, à la limite, utiliser le terme nanar, mais là, est-ce que vraiment c'est une comédie qui ne fonctionne pas, dans les effets fonctionnent pas? Moi, je trouve que parfois, ça fait mouche, et je trouve qu'en tout cas, il y a jamais le moment de malaise que tu peux avoir dans un nanar, le moment où vraiment il y a un malaise parce que quelque chose ne fonctionne pas du tout, ne fonctionne pas même techniquement, on va dire. À la fois, t'as hâte que le moment de gêne se dissipe, et en même temps, tu le savoures, ce moment de gêne. C'est ça qui est très équivoque et paradoxal dans l'approche nanar de certains films. Là, je trouve qu'on n'est pas du tout dans cette catégorie-là. Oui, l'idée de nanar, moi je suis d'accord avec toi, Little Nicky n'en est pas un. Si vous attendez à ce que le film soit drôle à ses dépens, c'est pas le cas.
voilà. Tous les gags sont assumés, tous les effets spéciaux nombreux sont assumés, tous les costumes complètement déjantés, hauts en couleur. Nicky se balade quand même avec un anorak dégueulasse pendant la moitié du film, enfin il est en pyjama, c'est vraiment la foire. Tout est strictement pensé, voilà. Donc c'est pas un film dont vous allez rire à ses dépens. C'est peut-être plus un film dont vous allez pas rire à ses dépens, justement, parce que vraiment ça passe ou ça casse un humour pareil. Je pense qu'au bout de 10 minutes de film, vous êtes fixé, et si vous n'y trouvez aucun charme, l'heure 20, elle a beau pas être longue, en termes de ressenti, à mon avis, tu la sens bien passer. Hein. Mais c'est vrai, voilà, que c'est un film qui est oublié, qui aurait pu, à mon avis, rester comme un des divertissements du cinéma de l'époque. Je dis pas un grand film de l'année 2000 pour les critiques, pour les historiens du cinéma, mais en tout cas pour notre génération, on est à peu près de la même génération. Pour les pré-ados, les ados de l'époque, c'est vrai que ça aurait pu rester comme le grand divertissement régressif, potache, quelque part entre Jackass et South Park, par exemple, tu vois, avec ce côté un peu méchant, provocateur, volontairement débile, absurdement débile à certains moments, tu vois. Voilà, il y avait Jackass, il y avait South Park, il y avait certains programmes qu'on retrouvait sur MTV ou sur Game One qui avaient cet esprit-là, et il aurait pu, en fait, s'inscrire comme ça dans ce contexte culturel qu'on avait, nous, ados, à cette époque. Sauf que, effectivement, il est passé totalement inaperçu en France. Il a fait seulement 40 000 entrées, parce que le public ne situait pas, comme on l'a dit, son acteur principal, sa star de l'humour qui était Adam Sandler. Donc le film a fait seulement 40 000 entrées en France, ce qui est vraiment très très peu. Mais au box-office mondial, globalement, le film n'a pas marché. Il a seulement rapporté 58 millions de dollars dans le monde pour un budget de 85 millions. C'est donc un échec sans appel, tu vois. Et même au box-office américain, parce qu'on pourrait se dire que c'est d'abord un film qui est fait pour marcher au box-office américain, mais il est seulement à 39 millions de dollars, ce qui le place assez bas dans le box-office de l'année 2000. En comparaison avec d'autres comédies de l'époque, parce que donc on a dit que c'était une comédie potache, que certains publics peuvent considérer comme trop vulgaire, trop grossier pour eux, voilà, et on pourrait se dire, mais est-ce que ces comédies-là peuvent rassembler un large public? Bah mine de rien, tu vois, on peut comparer avec d'autres comédies de l'époque, comme par exemple Road Trip. Je sais pas si tu te souviens de Road Trip, qui était un film qui s'inscrivait un peu dans le sillage de American Pie, voilà, des sortes de potacherie pour ados. Ben Road Trip a fait 119 millions de dollars au box-office mondial cette année-là. La famille Folding, la suite du professeur Folding avec Eddie Murphy, une autre grande figure de l'humour américain, 166 millions de dollars dans le monde. Food Irene des frères Farrelly, moi j'aime beaucoup Food Irene avec Jim Carrey, 149 millions de dollars récoltés dans le monde. Et 2000, c'est également l'année de Scary Movie. Scary Movie, 278 millions de dollars dans le monde, donc un énorme succès mondial. Donc voilà, en comparaison avec les 58 millions de dollars récoltés par Little Nicky, ça nous donne une idée de l'échec de Little Nicky. La comparaison en défaveur avec Eddie Murphy est tout à fait juste, parce que Eddie Murphy était identifié du public français parce qu'il a eu sa saga qui était le flic de Beverly Hills. Donc il a eu son film, certes comédie, mais avec des moments de tension et avec un personnage iconique. Donc passer ensuite à la comédie grasse, même bien grasse, façon Famille Folding ou même Dr. Dolittle, pas de problème, le public peut se déplacer pour Eddie Murphy. Adam Sandler a pas eu ce parcours en France, et du coup chez nous il est passé direct à la case Folding avec Little Nicky, quoi. Et 85 millions de dollars, du coup tu te dis, mais c'était complètement fou de produire un film à 85 millions de dollars s'il avait un potentiel aussi bas au box-office. Mais en réalité, quand tu le replaces dans le contexte de 2000, c'est pas aberrant que des producteurs aient mis autant d'argent sur un projet comme ça. Bon, d'abord, comme on dit, on a le capital Adam Sandler au centre du film. Adam Sandler, donc, qui était en tout cas identifié par le public américain, si ce n'est dans le public du reste du monde, au public américain. Et les producteurs pouvaient se dire que le film pouvait presque être déjà rentable uniquement avec les chiffres du box-office américain, parce que voilà, Adam Sandler avait déjà aligné les succès comme Happy Gilmore, comme Waterboy, et il était déjà connu avant ça, avant son passage au cinéma, à la télévision, milieu des années 90, dans le Saturday Night Live. Voilà, c'est pour ça que j'ai comparé avec des films de la cringe comédie qui mettent en vedette d'autres figures du SNL comme Will Ferrell, d'autres figures du Saturday Night Live, qui est vraiment la grande écurie pour les humoristes américains. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect donc comédie fantastique, comme on l'a dit plus tôt, le schéma du récit qui est très présent avec des enjeux très précis, des règles clairement établies et des étapes dans le récit qui sont clairement exprimées à l'écran. Le moment où le personnage va commencer à prendre confiance en lui, un personnage qui est pas fait pour être un héros, qui commence à gagner ses galons de héros, puis une première épreuve qu'il fait trébucher, puis une deuxième qu'il réussit, puis une troisième où il perd espoir, puis à la fin on pense que tout est perdu, puis non, finalement il va réussir à surmonter tout ça, etc., etc., jusqu'à la happy end. Voilà, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très schématique, qui est un carcan, qui laisse pas trop respirer les idées de comédie, et on n'a plus trop de films construits de cette façon-là aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore assez conventionnel dans le cinéma américain, ce genre de récit. Et puis faut pas oublier qu'on est en 2000 et que le tournant des années 90-2000, le changement de siècle, le changement de millénaire en même temps,
c'est la mode du film diabolique. On a l'impression que le diable va arriver sur Terre et provoquer l'apocalypse, en fait. On a ça dans La fin des temps de Peter Hyams avec Schwarzenegger. On a ça avec Stigmata. On a ça avec Dogma dans la comédie. Tiens, justement, une comédie de Kevin Smith avec Ben Affleck et Matt Damon. Et on a eu Endiablé avec, on parlait de la momie tout à l'heure, Brendan Fraser aussi, à Elizabeth Hurley. Ouais, c'est vrai. De Harold Ramis. Exactement, j'avais oublié que c'était lui, tu vois. Ouais, Endiablé, c'est quand même un autre genre de comédie. C'est plus, voilà, les vœux proposés par un mauvais génie, un film à sketch. Il n'y a pas cette ampleur apocalyptique des autres films que j'ai cités. Mais ouais, en tout cas, effectivement, Endiablé, ça t'évoque le diable également dans le titre. Voilà, le diable était très présent dans le cinéma à cette époque-là. Le diable, l'apocalypse, le changement de millénaire, voilà. Tu as très bien fait de rappeler le caractère démoniaque du cinéma américain des années début années 2000, parce que entre la peur du passage au nouveau millénaire et l'envie d'Hollywood de capitaliser là-dessus, on a vraiment eu de tout et n'importe quoi, et malheureusement le plus grand n'importe quoi, c'est Little Nicky, et c'est le film le moins vu. C'était très présent dans les projets proposés par les majors à ce moment-là. Alors major, je dis major, mais là c'est pas exactement une major historique, c'est pas Universal, c'est pas Paramount, c'est pas la Fox, c'est New Line Cinema. Et il faut se rappeler que New Line à l'époque, avant que Warner l'ingurgite et la vide un peu de sa substance, c'était une boîte un peu à part à Hollywood, qui avait je trouve, une certaine liberté, de l'audace qu'avaient pas les majors historiques. C'était géré par Robert Shea, qui était, paraît-il, un type un peu fou, et justement, peut-être que son côté parfois un peu ingérable, ça permettait aussi des choses un petit peu hors normes, hors des conventions du Hollywood de l'époque. Là, qui plus est, on a Michael De Luca, qui est un des exécutifs de la New Line, qui est crédité au scénario. C'était quelqu'un qui intervenait parfois dans les scénarios, qui était assez interventionniste, et qui, j'ai l'impression, tout en cadrant les projets, leur garantissait quand même de la folie, de l'audace. Là, par exemple, on a un film qui assume, voilà, ce côté rock, ce côté je veux plaire à un public d'adolescents, jeunes adultes de l'époque. Voilà, ce rapport à quelques trucs gentiment transgressifs, mais aussi ce rapport à la violence physique. C'est un film qui joue aussi sur un humour qui repose sur la violence physique. Little Nicky, il a la gueule déformée par les coups de pelle qu'il s'est pris de la part de son frère. Donc on est sur cette violence physique héritière de la comédie slapstick, et héritière aussi d'une certaine forme de cartoon. Je suis très content que tu mentionnes New Line, parce que justement, déjà, il faut savoir qu'ils ont produit deux Paul Thomas Anderson, qui étaient Boogie Nights et Magnolia. Donc la même année que Little Nicky, ils ont eu Magnolia. Donc pour couvrir la totalité du spectre, je sais pas, de l'humanité, ça se pose quand même là. Ouais, j'étais allé voir pour me remémorer un peu, parce que je sais que c'est quand même un studio qui a produit beaucoup de choses intéressantes. Austin Powers, c'était eux aussi. Donc ça ajoute du crédit à ce que tu racontais, en fait, l'idée qu'ils n'étaient pas insensés du tout de produire un film comme ça. Ils n'étaient pas insensés du tout de mettre autant d'argent dans ce film-là, à cette époque, vu la mode des films démoniaques, et pour New Line, qui avait brillé en comédie, avec un truc déjà aussi gras que Austin Powers, quoi. Vraiment, c'était une de leurs franchises phares. Faut-il rappeler aussi que c'était un petit studio, en fait, New Line. Le logo New Line ne faisait vraiment frissonner que les gens de Vidéo Club. On savait à peu près qu'ils avaient produit ou des séries B extrêmement efficaces. C'était plutôt une marque de qualité, en fait. Tu savais que ça allait être un film pas forcément surbudgété, mais bien produit. New Line s'est imposé à quel moment? Quand ils ont dit oui à Peter Jackson pour l'Océan des Anneaux. Là, New Line, c'est devenu un truc gigantesque. Et tu disais que c'est le studio qui avait fait preuve d'audace. Ce film-là, on est la preuve absolue, c'est que d'une année sur l'autre, il te propose quand même le Mordor de Adam Sandler, qui est Little Nicky, et le Mordor de Tolkien. Donc c'est incroyable. Dark City de Alex Proyas, c'est eux aussi, voilà, un film qui a été très tardivement réhabilité, qui a été un énorme bide également. C'est un studio qui est plein d'envie de cinéma, et ils ont aussi produit un film donc, que tu as mentionné l'autre fois, parce que j'ai fait une vidéo dessus, qui est Fréquence Interdite, de Grégory Oblit. Très sympathique film de voyage dans le temps, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu. Et ouais, oui. Et 2000, c'est aussi l'année de sortie de The Cell de Tarsem Singh, dont on a parlé dans le premier épisode de Bizarroid avec Chloé Safi. Et c'est intéressant parce que The Cell, c'est un film de serial killer, c'est un film de serial killer qui pousse le récit de serial killer plus loin dans le côté genrifique que peut appeler ce genre cinématographique, dans le côté fantastique, dans de la science-fiction, presque dans de la dark fantasy d'une certaine façon. Mais c'est intéressant parce que la New Line, tu parlais de la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui là est déjà en production au moment où sort Little Nicky. Effectivement, c'est un projet au long cours et qui est là depuis la fin des années 90. Mais avant ça, ils avaient déjà upgradé, ils étaient déjà montés d'un palier avec Seven qui avait été un très très gros succès. Et c'est là qu'ils avaient commencé à avoir davantage d'ambition, vraiment vouloir se poser un peu comme une
majors avec des budgets conséquents, des grosses productions. Jusque-là, dans les années 80, jusqu'à la première moitié des années 90, c'était le studio, effectivement, de petites séries B bien foutues. C'était le studio qui produisait Freddy, hein, surtout, principalement. Leur plus gros succès, c'était la saga des films Freddy Krueger. Et là, avec Seven, voilà, ils sont montés de plusieurs marches d'un coup et ils ont commencé, si ce n'est à avoir la folie des grandeurs, en tout cas à gagner en ambition. Mais ils ont continué à faire des projets que je continue, moi, en 2026, à apprécier. Des films adultes, déjà. Des films cool, qui nous paraissaient cool à l'époque pour les pré-ados, ados qu'on était, et qui pour moi gardent cette qualité-là, tu vois. C'est des films adultes, c'est des films sexy, avec une charge sexuelle, avec, comme je l'ai dit, un rapport à la violence. Des films aussi qui utilisaient les esthétiques de l'époque, tu vois, qui allaient puiser dans le clip. J'ai cité Tarsem Singh, c'est un clipper des années 90. Ça allait chercher dans le clip MTV, ça allait chercher dans le BDSM aussi, dans The Cell, dans une nouvelle forme de gothique avec Dark City. Ça proposait des esthétiques qui nous paraissaient cool, qui nous paraissaient modernes, qui nous paraissaient à l'heure de la fin des années 90 ou des années 2000. On peut citer également Blade. Et là, d'une certaine façon, tu vois, ça joue sur, non pas des esthétiques, mais des références culturelles par un contexte culturel qui était porté par les majors de l'époque, comme je l'ai dit, avec les films apocalyptiques, les films diaboliques de cette époque. Et c'était des films, faut l'avouer, 90% du temps, c'est des films qui étaient assez ridicules. C'était des espèces de bondieuseries très américaines. Ça tournait vite au ridicule, hein, cette peur comme ça millénaire du diable. Et d'une certaine façon, ça m'étonne pas que la New Line prenne ce contexte culturel et décide de le traiter à sa façon dans une grande comédie potache, se réapproprie le récit de l'arrivée du diable sur Terre. Alors là, c'est pas le diable, c'est ses fils, mais tu vois, il y a cette idée d'un New York progressivement contaminé par l'enfer. Ça m'étonne pas que voilà, ce soit fait de cette façon-là par la New Line, avec des idées qui, je trouve, d'une certaine façon, tournent en ridicule certaines visions apocalyptiques qu'on pouvait avoir dans un cinéma plus conventionnel de l'époque. Là, sont retranscrits, par exemple, par les séquences de sévices sur Hitler, par exemple. Je sais pas si on peut en dire plus. Attends, ça, faut le raconter quand même, parce que... c'est quand même un des grands moments. Ouais, donc, chers auditeurs, chères auditrices, voir Little Nicky, c'est contempler Adolf Hitler, habillé en soubrette, qui régulièrement, chaque jour à la même heure, a rendez-vous avec le diable Harvey Keitel pour se pencher et, après avoir choisi un ananas de la taille de son choix, se le prendre entre les fesses, le temps d'un sound design absolument délicieux dans le film. Voilà. Et ça, c'est un gag qui dure, messieurs, dames, 20 secondes, quoi. Et après, le film passe à autre chose, hein, et il est tout le temps sur cette ligne. Fellas, this, as some of you might know, is my 10,000th year as Prince of Darkness. So I think the time has come to discuss who will succeed me. Knock knock? Yes, Jimmy. Don't forget, you're shoving a pineapple up Hitler's ass at 4 p.m. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi les dégâts que causent les deux frères dans le monde des vivants, la façon dont le mal infernal va contaminer New York. On laisse les auditeurs et les auditrices découvrir les différents gags autour de ça. Là encore une fois, c'est assez foisonnant et c'est assez enlevé, c'est-à-dire que si tu trouves qu'un gag est moins fort qu'un autre, ça va, on s'éternise pas là-dessus, on passe à autre chose. Donc voilà, en tout cas le film est sauvé par son rythme d'une certaine façon. Et on sent quand même de la part de Adam Sandler et de New Line la volonté de brocarder quand même une certaine foi américaine, ces conceptions un peu manichéennes du bien et du mal. Là, on sent qu'il y a quand même un plaisir à présenter un personnage qui est le fils du diable comme un personnage sympathique, comme un personnage attachant, un personnage qui fait parfois le bien, parfois le mal, parfois il fait le mal pour au final faire le bien. Voilà, ça fait partie des règles justement qui sont posées au début de ce récit, qui sont propres à cet univers. Et même le diable en lui-même, il est assez sympathique, il est charismatique, hein, c'est Harvey Keitel. Les différents démons qu'on voit, tout ça est très sympathique. Donc on te montre des personnages qui devraient être des personnages fondamentalement mauvais dans d'autres récits de cette époque, encore une fois, ces espèces de récits apocalyptiques, très empoulés, très sérieux, avec cette gravité. Là, ça détourne cette logique-là dans la joie et la bonne humeur, et en plus, je trouve que ça se prend pas du tout au sérieux dans son côté irrévérencieux, tu vois, ça pourrait être un film qui se gargarise de son côté irrévérencieux, de son côté provocateur. Non, il sait qu'il est là pour te procurer un bon moment en 1h30, il a pas plus de prétention que ça, il prétend pas être le grand rebelle du nouveau millénaire. Adam Sandler, j'ai l'impression, il reste un entertainer, il reste un pro du divertissement, et c'est déjà pas mal. Et si tu appréhendes le film de cette façon-là, je trouve que tu peux être qu'agréablement surpris, surtout si tu t'en souviens pas vraiment, tu dis ah oui, oh, j'avais oublié justement ce gag autour d'Hitler. Bon, ça peut être un gag facile parce que Hitler, c'est pas vraiment une grande figure sacralisée par notre société, c'est pas irrévérencieux de tourner Hitler en ridicule aujourd'hui, enfin même en 2000, longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, tu peux vraiment passer un bon moment, et puis quand même, tu restes
reste fasciné, enfin en tout cas moi c'est mon cas, par ce côté jusqu'au boutiste presque d'une certaine façon de ce type de production où il s'agit vraiment de donner le plus de cachet possible aux idées, aussi folles soient-elles, aussi débiles soient-elles sur le papier. Il faut vraiment pouvoir représenter l'enfer, faut vraiment penser toute une direction artistique, faut vraiment penser visuellement le film, lui donner une vraie force visuelle avec ses représentations de l'enfer, les effets spéciaux, etc. Et là, rien que le gag sur Hitler d'ailleurs, il faut qu'on trouve un mec qui ressemble à Hitler, il faut qu'on le déguise en soubrette, il faut qu'on fasse des faux ananas, des props comme on dit, des accessoires de cinéma. Donc il faut vraiment aller au bout du gag. Donc là, pour le coup, le film a une certaine humilité, mais il est sérieux, il travaille sérieusement quand il doit représenter ce gag à l'écran. Ça fait un peu penser à des trucs comme à Harakiri, tu vois, qu'on avait en France, nous, dans les années 60, à de la bande dessinée comme ça, ou à des livres illustrés, à du travail sur de la photographie, sur du dessin, sur des formes comme ça. Sauf que là, c'est dans un film avec des acteurs, et donc c'est assez fou à voir ce que ça donne graphiquement, de voir cette espèce de, presque de cartoon live. Il y a vraiment une parenté, je trouve, avec South Park. Tu vois, ça m'a vraiment fait penser à certaines logiques, à certains délires visuels qu'on peut voir dans South Park, sauf que là, c'est dans un vrai film. On a cité l'exemple d'Hitler, mais il y a aussi un autre personnage qui a des prothèses sur le crâne, voilà, bon, on n'en dit pas plus. En fait, on peut le dire parce que, en fait, ça vend le film. T'as un des diablotins est puni par le diable Harvey Keitel et du coup, il lui fait pousser une paire de nichons sur le crâne, quoi. Et le mec se balade avec en plus des prothèses extrêmement bien faites de seins, c'est qui tiennent, quoi. Il a ça sur le crâne pendant tout le film. Et il se fait draguer par tous les autres démons qui en peuvent plus, qui le trouvent trop sexy, qui veulent y toucher, tu vois. Et je rebondis très rapidement sur l'absence totale de prétention du film. C'est la meilleure manière en fait de le définir. C'est pas du tout un film donneur de leçons. C'est une comédie qui, prise au premier degré, pour prendre ça au premier degré, on tombe dans la psychiatrie en fait, parce que c'est pas possible. Faut vraiment avoir un énorme problème avec la perception du monde. Et cette absence de prétention, elle se retrouve en termes cinématographiques, parce que le budget est vraiment à l'écran, quoi. C'est pas un film cheap, mais néanmoins, c'est pas un film qui prétend faire du Blake Edwards ou quoi que ce soit. Par exemple, Little Nicky, quand il arrive sur Terre, son interlocuteur, c'est un fabuleux chien qui parle. Faut en parler de ça aussi, parce que ils se sont embêtés à créer un personnage de chien qui parle. Alors c'est un vrai chien que vous avez à l'écran, mais qui est animé en image de synthèse pour avoir quelques mouvements de bouche comme ça. Précisons que le film en France a été vendu en partie sur la présence du chien, parce que le chien est sur l'affiche de Little Nicky. Il est même sur la tranche du DVD. Il y a la tête du clébard qui est sur la tranche. Et précisons que sur le boîtier DVD, il y a écrit avec la voix de Jean-Marie Bigard, parce que c'est Jean-Marie Bigard qui double le chien en français. Je vous invite aussi à voir le film en partie en VF, parce que c'est un délice. Évidemment, ça ajoute un surcroît de vulgarité absolument nécessaire. Et donc l'absence de prétention se ressent là-dedans, parce que une fois que Little Nicky débarque sur Terre à New York, rencontre ce chien qui devient son guide, le chien lui apprend que l'argent qu'il avait pour se trouver un logement, en fait il l'a claqué pour aller voir des stripteaseuses et se bourrer la gueule. Il est entouré de 4 stripteaseuses, on monte le chien avec des bouteilles dans la bouche, c'est formidable. Et donc il lui dit, écoute, je t'ai trouvé un plan, tu vas voir, c'est un plan B, par contre tu vas être en coloc. Et le coloc de Little Nicky, qui est un type à peu près aussi naïf que lui, est un aspirant comédien, et dans l'appartement du mec, la décoration est faite d'affiches géantes de blow-up d'Antonioni et des oiseaux de Hitchcock. En fait, voilà, si tu veux, la situation glissée, mais de manière très discrète. C'est vraiment en arrière-plan sur le décor. Il n'y a pas de discussion autour des affiches, il n'y a pas de discussion cinéphile. Il n'y a pas de discours méta sur le cinéma ou quoi, malgré la présence dans un second rôle d'El Famoso Quentin Tarantino, parce qu'il faut en parler de ça aussi. Il y a Quentin Tarantino qui joue un illuminé, comme vous en avez tous croisé si vous êtes allé à New York ou ailleurs, il y en a dans toutes les villes. C'est un prédicateur aveugle en plus, qui se balade avec une canne et qui n'arrête pas de prédire la fin du monde avec sa petite Bible à la main. Mais tu vois, dans les autres films apocalyptiques qu'on a cités, dans les films sérieux qu'on a cités, ce genre de prédicateur, c'est une vision horrifique. C'est une vision qui est censée amener l'angoisse au spectateur. Il prédit la fin des temps, ça donne du crédit à l'apocalypse qui s'annonce. Là, il est complètement tourné en dérision. Le personnage de Tarantino, il s'en prend plein la gueule. En plus, comme il est aveugle, donc il se prend des poteaux, il se prend plein de trucs dans la gueule. Il s'agit de le maltraiter. Là encore, ça rappelle le cartoon, ça rappelle un peu une espèce de personnage comme ça, souffre-douleur, comme Ville Coyote. Ouais, il y a une petite forme de sadisme tout à fait appréciable dans les gags, parce que ce prêtre aveugle joué par Tarantino, dès qu'il croise la présence de Nicky, il ne voit pas sa nature démoniaque, parce que il est aveugle et que de toute façon, Nicky, on dirait plutôt un clochard gominé qu'autre chose. Mais néanmoins, il sent sa présence. Il dit, le diable est parmi nous. Alors là, il arrête pas pendant tout le film, et dès qu'on le recroise, il part en courant, donc il se mange des poteaux, il tombe dans une bouche de métro aussi. Enfin, c'est comme tu dis, c'est du Looney Tunes à 200%, mais en live, quoi. En live avec Tarantino qui fait absolument n'importe quoi. Donc oui, c'est un film totalement entier et assumé, Little Nicky. Faut crever l'abcès quand même. C'est un film que je trouve très drôle. Hein. C'est pas le truc le plus facile à assumer, tu vois. Mais vraiment, c'est un film que j'ai vu quand même plusieurs fois. Je me marre à chaque fois, quoi. Il faut rentrer dans son délire. Il faut aimer la gueule à moitié tordue de Adam Sandler qui cabotine. Il faut aimer cette vision tout à fait pittoresque de New York. Et il faut avoir envie de voir un personnage démoniaque en anorak jaune se faire courser par une quinzaine de personnes handicapées en fauteuil roulant aussi. Parce que il y a ce genre de scène aussi, tu vois. Ils organisent ça. Il est poursuivi par des handicapés. Il s'échappe. Sauf que les handicapés, ils prennent
une pente. Et à la fin, il se mange un bus. Tu vois, il y a un bus en travers de la route. Du coup, t'as 20 mecs en fauteuil qui se mangent le bus, mais full frontal, et qui chutent sur le bitume. Et lui se barre, il est encore poursuivi. Et quand il est poursuivi, il découvre qu'il a un pouvoir magique dans une ruelle et il se décompose en des milliers de petites araignées qui ont la tête de Adam Sandler. C'est un effet spécial qui a du côté, mais une blinde, et qui est filmé vraiment longuement en plus, quoi. Donc t'as des araignées Adam Sandler qui a gardé sa mèche en étant une araignée, là, sur les cheveux sur le côté. Et ceci se passe en l'espace de 20 secondes. Voilà, ça n'arrête pas. C'est de l'humour mi-graveleux, mi-enfantin, mais absolument réjouissant, disons-le, parce que tu l'as expliqué en début de podcast, c'est un film court, c'est un film très ramassé, et c'est un film qui perd pas de temps, quoi. Tu peux argumenter très longtemps sur le fait que les gags soient drôles, notamment ils nous refont à la télé une scène de Scarface, il y a le fameux Say Hello to My Little Friend, Pacino à la tête de Little Nicky. Ils ont fait une espèce d'incrustation évidemment mal foutue exprès, quoi, où on parodie comme ça, où on tourne en dérision le film de De Palma qui était pas très vieux à l'époque, qui avait même pas 20 ans. Donc c'est un film absolument conscient de son innocence, c'est un film absolument conscient de son caractère régressif. Je vais loin là. Il est presque émouvant parfois quand même, parce que nous sommes en 2000 quand le film sort, donc il a dû être tourné à les 98, 99 dans ces eaux-là. Et c'est un film qui, en second rôle, a, tenez-vous bien, Patricia Arquette. On est tous tombés amoureux d'elle dans True Romance. Et si c'est pas le cas en True Romance, c'est arrivé dans Lost Highway. Dans les années 90, c'était la femme de ta vie. Hein. Et ils l'ont enlaidi pour Little Nicky. Ils en ont fait une... Je sais même plus ce qu'elle fait comme métier. Elle est couturière, elle fait un truc comme ça. Et elle se balade vraiment avec des fringues un peu rapiécées. Tu sens qu'elle sort de la fripe, quoi. Elle a des lunettes gigantesques. Et elle a cette phrase, alors je vous la fais en VF, qui est incroyable. On parle quand même de Patricia fucking Arquette, quoi. Et qui dit à Adam Sandler, j'ai compris en grandissant que je n'étais pas belle à regarder. Celle-là, fallait la faire quand même. Hein. Donc, ce qui est peut-être une des plus belles femmes du cinéma américain des années 90, se prête à ce point au jeu pour s'en les dire visuellement et pour te dire avec le plus grand des sérieux, hein, parce qu'elle le joue au premier degré, ce qui est savoureux, qu'elle est mal dans sa peau, qu'elle se trouve moche, etc. Et lui tombe amoureux d'elle, ça le touche aussi. Et ceci nous amène, je vais conclure mon idée sur l'humilité cinéphilique de Little Nicky, c'est que les affiches de Psychose et de Blow Up dans l'appartement du coloc, mais aussi lorsque Little Nicky va tenter vraiment de conquérir sa belle, qu'il va aller toquer à sa fenêtre, et ben on nous fait une scène à la Superman, quoi. Il y a vraiment, mais c'est du Jacques Demy en fait, si tu veux. Il y a le transport amoureux comme ça, qui fait qu'ils sont dans un autre monde comme ça, qui se détache de l'environnement, de New York en l'occurrence, et ils s'envolent dans le ciel. T'as toute une scène à la Superman, sauf que non, c'est pas Christopher Reeve, non, c'est Adam Sandler toujours dans sa doudoune horrible, avec Patricia Arquette qui est en pyjama limite, quoi. Et il vole au-dessus de New York, mais très longtemps, quand t'as une vraie scène de vol au-dessus des buildings, c'est incroyable. Mais c'est marrant, tu vois, parce que là, à ce moment-là du film, l'aspect comédie fantastique, comédie de fantasy, de dark fantasy presque, en fait, à ce moment-là du film, tu te rends compte que l'aspect comédie et l'aspect fantasy sont tous les deux très bien traités. On aime ou on n'aime pas le ton de la comédie, voilà, ce ton potage graveleux, mais je maintiens que c'est enlevé, que c'est rythmé. Il y a l'efficacité de la comédie américaine, hein, donc techniquement, on va dire, ça tient la route. Et l'aspect fantastique, l'aspect fantasy avec ce schéma de récit du personnage qui vient d'un autre monde et qui dévoile ses pouvoirs au commun des mortels. Tu vois, t'as cité Superman, mais voilà, c'est un archétype qu'on retrouve dans plein de films avec des tons et des degrés de spectaculaire différents, on va dire. T'as aussi Thor, tu sais, de Marvel, qui a une relation amoureuse avec une scientifique terrienne qui lui permet de découvrir le monde dans lequel il vient d'atterrir. Mais voilà, on peut aussi parler de Starman, de John Carpenter. Il y a plein d'autres personnages, c'est un trope, c'est un archétype de personnage et ça crée un schéma de récit qu'on retrouve dans le divertissement américain depuis un demi-siècle. Et là, dans cette scène, comme tu disais, où il s'envole au-dessus de New York, tu disais que il faut pas prendre le film au premier degré, mais là, le film, il est traité d'une certaine façon au premier degré, dans le sens où il sabote pas les effets, la dynamique de fantasy qui, à ce moment-là, doit être magique, épique. Tu vois, il y a cette musique qui apporte ce ton épique qui accompagne les personnages au-dessus de New York. Donc, au départ du projet, peut-être qu'effectivement, ils avaient l'idée de traiter tout ce récit sous un angle régressif, on va dire. Adam Sandler et Steven Brill, qui est son co-auteur, donc Steven Brill, le réalisateur du film, qu'on n'a pas situé jusque-là. C'est vrai qu'on a considéré que c'était davantage une sorte de yes man, de gars sûr pour Adam Sandler, un ami de Adam Sandler, qui allait servir les intérêts de Adam Sandler sur le projet. Steven Brill, il est grosso modo de la même génération que Adam Sandler. Il a été acteur tout au long des années 90 et il est passé à la réalisation, à la comédie. Je crois que son premier film, c'était La Colo des Gourmands, si je dis pas de bêtises, avec Ben Stiller. Voilà, après il a fait Little Nicky, il a retravaillé avec Adam Sandler
voir plus tard avec Mr. Deeds. Voilà, donc Steven Brill et Adam Sandler ont certes conçu le film comme un grand délire régressif, mais c'est pas parce que ça doit pas se prendre au sérieux que ça doit pas avoir de tenue, on va dire, le projet dans la façon dont pensent les Américains. Et là, pour le coup, bien sûr qu'il y a des gags qui entourent cette scène, il y a même des gags à l'intérieur de cette scène, mais c'est pas pour autant que ça doit désamorcer le parcours du personnage, la dynamique du parcours du personnage et l'empathie que tu vas avoir avec lui et l'émotion que peut apporter cette relation amoureuse. Ils oublient pas qu'il y a un film qui se déroule, qu'il y a un récit qui se déroule avec des personnages dans un contexte fantastique, magique, qui peut à certains moments apparaître spectaculaire, qui peut à certains moments te faire rêver d'une certaine façon autant qu'il te fait rire. Et pour en revenir aux gags d'ailleurs, tous les gags ne reposent pas forcément sur la même logique humoristique. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que t'es pas tout le temps dans du potage, tu regardes pas le film en soufflant au bout d'un moment en te disant et encore du scato et encore du sexuel graveleux. Il y a différents degrés dans le graveleux, il y a différents degrés dans le cartoonesque comme on l'a dit, et parfois ça va jusqu'à basculer dans l'absurde, comme c'est le cas du moment Scarface dont tu as parlé. C'est vraiment complètement absurde cette séquence détournée de Scarface. Toi tu vois l'absurdité de la situation, les personnages en ont pas forcément la même conscience, le décalage il est là, donc on n'est pas forcément sur quelque chose d'aussi graveleux que les sévices infligés à Hitler par exemple, ou les répliques de Jean-Marie Bigaresque du chien, tu vois. D'ailleurs je trouve que tout ce qui tourne autour du chien est pas très réussi, je trouve pas que ce soit vraiment très drôle. Une fois que t'as compris que c'est un chien qui parle et qui parle de manière un peu vulgaire, bon, je trouve que ça tourne vite en rond. Mais à d'autres moments, c'est vrai que t'as de très bonnes surprises. T'as cité la poursuite des mecs en fauteuil roulant. Voilà, moi franchement, je trouve ça génial. Je trouve que c'est absolument hallucinant à regarder. C'est hallucinamment burlesque. En plus, il y a vraiment une parenté, tu sais, avec des courses-poursuites qu'on a pu voir dans le cinéma burlesque des années 10, des années 20. Tu sais, Buster Keaton qui est poursuivi, Les Fiancés en folie, ça s'appelle ce court-métrage où il est poursuivi par plein de jeunes femmes en robe de mariée, tu sais. Là, on retrouve un peu la même force de frappe visuelle, on va dire, avec tous ces mecs en fauteuil roulant qui à la fin finissent par percuter un bus. C'est absolument dingue. Là, le fait que c'est une comédie qui doit s'inscrire dans un grand terrain de jeu, qui est un blockbuster, le décor de New York, toute cette grandeur autour d'eux, ces possibilités que va offrir le confort de production autour du film, là, tu te dis que c'est vraiment bien utilisé et encore une fois, tu te dis, ouais, mais ils l'ont fait, ils l'ont écrit sur un coin de papier et puis ils l'ont vraiment fait à l'écran. Ils ont trouvé je sais pas combien de cascadeurs qui doivent percuter le bus à la fin en fauteuil roulant. C'est absolument dingue. Et l'autre truc qui est aussi savoureux dans le film, c'est les seconds rôles comiques. Le diable, par exemple, donc Harvey Keitel, a un père. Il a un papa qui est là lui aussi, le grand-père de Nicky, donc je sais pas qui c'est censé être dans la mythologie, donc le père du diable, je sais pas si Lucifer ou une créature antédiluvienne. Et là, qui c'est qui joue le père du diable? C'est Rodney Dangerfield. Rodney Dangerfield, on le connaît pas très bien en France, mais aux États-Unis, c'est un humoriste qui est réputé pour être un humoriste grossier, agressif, désinvolte, tu sais, ce qu'on appelle le roast, tu sais, sans prendre au public, un humoriste qui avait un verre de whisky à la main, un cigare dans l'autre, et qui jetait un regard dédaigneux sur le monde autour de lui. Voilà, et là, quand il y a une porte qui s'ouvre et que le père du diable apparaît à l'écran, je pense que ça doit être super drôle pour les Américains de constater que c'est cet humoriste qui joue ce rôle-là, quoi. T'as aussi Dana Carvey, qu'on voyait dans Wayne's World, tu sais, le copain de Wayne dans Wayne's World, qui là joue le rôle d'un arbitre dans un match de basket. En réalité, c'est un des frères de Nicky qui a pris l'apparence de ce personnage. Donc là, Dana Carvey, il est grimé pour apparaître sous les traits de cet arbitre. Il est vieilli, il a une perruque et tout ça. Nous, ça nous parle pas, mais pour les Américains, ça fonctionne parce que Dana Carvey, c'est un humoriste qui utilisait beaucoup d'accessoires, de maquillage pour interpréter des personnages au cinéma comme à la télévision. Voilà, c'est un peu le Patrick Sébastien américain. Non, c'est pas l'équivalent exact de Patrick Sébastien, mais voilà, c'est comme pour Jean-Marie Bigard. J'ai du mal à trouver des équivalents exacts. Mais l'air de rien, tu vois, c'est ça nos références, parce que tous ces caméos-là, nous, ça que si on les connaît pas, c'est compliqué, d'autant que le film a 25 ans, donc déjà qu'à l'époque, c'était pas une évidence. Tu montres le film à quelqu'un qui a, je sais pas, la moitié de notre âge aujourd'hui, ces noms-là, ça n'a aucun sens pour lui. Donc qu'est-ce qui reste? Le film, les gags, est-ce qu'il a vraiment à proposer? C'est là que tu vois si le film tient ou pas, s'il fait encore marrer. Pour en revenir aux personnalités françaises qu'on cite, pour essayer de trouver des équivalents aux personnalités américaines dans Little Nicky, là pour moi il y a un vrai problème, c'est que tu vois, Jean-Marie Bigard qui prête sa voix au chien, pourquoi pas sur le papier? Le chien est vulgaire, il est porté sur la chose aussi, on le voit dans le film. Donc Jean-Marie Bigard, comme ça d'instinct, tu dis ouais, ça pourrait fonctionner. Le problème c'est que Jean-Marie Bigard, il se place pas vraiment dans le contexte culturel dont je parlais plus tôt, le contexte culturel des ados de l'époque et des jeunes adultes de l'époque. Il avait énormément de succès à ce moment-là, Jean-Marie Bigard, mais c'était pas un humoriste particulièrement apprécié par un jeune public. Il aurait
fallu quelqu'un qui s'ancre dans le contexte dont j'ai parlé, cette culture un peu punk rock, comme j'ai dit, Jackass, South Park et compagnie. Tu vois, Michael Youn, je pense que là, à ce moment-là, sa notoriété était un petit peu trop fraîche, mais voilà, il aurait fallu peut-être quelqu'un comme Michael Youn, tu vois, qui s'ancre davantage clairement dans cette culture-là, ou son complice Vincent Dezania, tu vois, une personnalité comme ça. Je pense que ça aurait davantage aidé à vendre le film à un public qui aurait, à mon avis, compris l'humour du film. À mon sens, là, tu touches à ce qui est un problème de traduction, et pas une traduction linguistique, mais une traduction culturelle. A-t-on l'équivalent de ces gens-là en France? Moi, je trouve ça mortel d'avoir pris Jean-Marie Bigard pour faire le film. Le film me fait beaucoup rire. En plus, c'est l'équipe, pour vous donner une idée de l'ambition quand même technique du film, c'est qu'il est dirigé, animé par l'équipe qui a réalisé Babe, si tu veux. Donc c'est quand même ce qui était la référence en termes d'anthropomorphisme à l'époque. Donc c'est compliqué d'avoir une traduction culturelle de ça. Quel est l'équivalent? 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, après Little Nicky, un autre film est sorti avec, dans le rôle d'un animal, un autre comique très très connu, c'est Le Monde de Nemo avec Franck Dubosc, tu vois, qui pour le coup est sans aucune moquerie, je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles, vraiment. Je trouve que c'est une VF qui est magnifique, le Monde de Nemo. Il y a aussi un autre référent, alors c'est assez amusant, mais c'est amusant que pour nous français, dans Le Monde de Nemo, au bout d'une heure de long métrage, Marin et Dory sont pris en stop par une tortue, et la tortue qui les prend en stop, elle est jouée en français par Samina Seri. Tu as vu Taxi, tu comprends la blague, même si tu l'as pas vu, ben il y a une tendresse dans sa voix à Samina Seri, il y a un truc qui sort, tu sens que c'est le bon pote qui va les amener à bon port. Ils ont fait ressortir ce personnage de, comment il s'appelait, Daniel dans la série Taxi, là, dans ce contexte-là, alors que le film, bien sûr, par les studios Pixar, n'a pas du tout été écrit en ce sens. Mais là, la traduction culturelle avait du sens et ça fonctionne bien. Little Nicky, mais c'est tellement américano-américain. Je sais que Jean-Marie Bigard, c'est ce qu'ils ont pu faire de mieux pour vendre le film, tu vois. Ils ont quand même vendu le film sur le doublage d'un animal, tu vois, même pas sur un des comédiens, c'est quand même fou. La star sur la jaquette, sur la VF, c'est Jean-Marie Bigard. Bah, j'ai cité Dana Carvey et Wayne's World. Wayne's World avait été adapté par Alain Chabat et Dominique Farrugia. Et je crois même qu'ils étaient censés à un moment doubler les personnages, puis ça s'est pas fait. Donc ça veut dire qu'en 92, début des années 90 en tout cas, le distributeur français avait trouvé d'une certaine façon des ambassadeurs, on va dire, pour Wayne's World en France. Et là pour Little Nicky, ça s'est pas fait, mais je pense que voilà, ça se joue à pas grand chose et quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, effectivement, ça aurait pu se faire avec Michael Youn et des gens qui gravitaient autour de lui. Mais maintenant que j'y pense, de Zania, cette bande-là, le Morning Live, c'était une sorte de sous-Jackass ou de post-Jackass. Leur film Les 11 Commandements, c'est totalement de cet esprit-là. Ouais. Et aujourd'hui, à mon avis, les distributeurs français trouveraient des personnalités sur Internet qui parlent au jeune public. Tu vois, ils iraient chercher des youtubeurs, des humoristes qui sont sur les réseaux sociaux, un Mister V par exemple, des gens comme ça. Je sais que par exemple pour Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs qui est sorti en 2023, ils étaient allés chercher des personnalités connotées geek, on va dire, d'Internet, de Twitch, comme le joueur du grenier, son copain Seb, je crois qu'il y avait AlphaCast aussi qui prêtait sa voix pour des seconds rôles dans le film. Donc je pense que ça pourrait fonctionner avec des personnalités d'aujourd'hui. Cela dit, je parle au conditionnel parce que, en fait, ces comédies-là, Hollywood ne nous en fournit plus aujourd'hui. Je dis pas que le ton potage, graveleux n'existe plus du tout dans le cinéma américain, mais ça va être des plus petites productions qui sortent directement sur les plateformes. Mais une grosse comédie à 85 millions de dollars comme Little Nicky, qui doit sortir en grande pompe sur des milliers d'écrans aux États-Unis et s'exporter dans le monde, bah, aujourd'hui, on n'en voit plus. La comédie américaine, potache ou pas d'ailleurs, elle s'est vraiment ratatiner ces dernières années en termes d'offres, en termes de production, je dirais depuis à peu près une dizaine d'années. J'avais fait un épisode de Hollywood's Bull où j'avais parlé de Evan Tout-Puissant, la suite de Bruce Tout-Puissant. C'est vrai que ça existe. Ouais, avec Steve Carell qui reprend le rôle de Jim Carrey. Là aussi, c'était un budget délirant, hein. C'était je crois 150 millions de dollars. C'était en 2007. Déjà, on sentait que la comédie commençait à faiblir au box-office au profit de grands films de super-héros, de grands divertissements spectaculaires, de l'action, de l'aventure. Alors que jusque-là, la comédie au box-office américain, et c'est le cas en 2000 au moment où sort Little Nicky, il y a des comédies qui font d'aussi bons chiffres que des films spectaculaires, que de l'aventure, de l'action, du thriller aussi, qui était encore très en vogue à ce moment-là. Et voilà, comme Hollywood est bête et méchant, se rendant compte qu'une cringe comédie ne fait plus autant d'argent que un film Marvel, quoi, tu vois, qu'un film du MCU, bah forcément, les producteurs, les majors vont moins investir ces films-là, vont moins les mettre en avant, ils vont continuer à en produire avec des plus petits budgets, mais voilà, ils vont moins tabler leurs recettes de l'année sur ces films-là. Nous, Français, on n'y prête pas forcément attention, d'autant plus qu'on a une offre assez large dans les comédies françaises, mais quand tu regardes le box-office mondial et que tu cherches les grandes comédies populaires américaines dans la décennie 2020, bah, tu vas avoir du mal à trouver, à part peut-être l'exception Barbie, qui a une esthétique très différente de celle de Little Nicky, mais paradoxalement, bah, c'est un schéma de récit
qui est assez proche de celui de Little Nicky, c'est-à-dire qu'elle doit quitter son environnement habituel pour aller dans un monde qui lui est inconnu, pour rétablir l'équilibre entre les différents mondes. C'est un peu d'une certaine façon la même mission que celle de Nicky. Mais voilà, à part ce succès-là, t'as du mal à trouver des comédies qui ont atteint les 400-500 millions de dollars au box-office mondial. Les derniers films en date, je pense que c'est la saga Very Bad Trip, tu vois, qui ont atteint ce niveau-là. Et ça remonte déjà à, c'est quoi, le dernier Very Bad Trip 3, ça doit être 2012-2013, tu vois, donc ça fait quand même un moment. Et depuis, tu trouves pas de grandes comédies populaires, voilà, des comédies qui peuvent rassembler autour d'elles différents publics. Les producteurs mettent beaucoup d'argent sur ces films parce qu'ils savent qu'il va y avoir beaucoup de monde, parce que différents publics vont venir, les jeunes, les vieux, et que chacun va à peu près y trouver son compte, va rire de ce qui lui est proposé. Après, Very Bad Trip, ça a la particularité d'être un film de potes. À l'époque, ça paraît lointain alors que ça l'est pas du tout. Ça s'inscrivait dans l'idée naissante que ce que tu fais à Vegas reste à Vegas, sauf si t'as un smartphone. Tu vois, parce qu'on laisse toujours des traces des conneries qu'on fait maintenant. Donc on était dans les débuts de ça. Et c'est pas un film fantastique aussi, donc c'est vrai que l'équivalent à Little Nicky. En fait, c'est un film, faut le dire, c'est un film qui n'a vraiment pas d'équivalent dans le ton, dans l'humour et dans l'énergie et les moyens déployés pour faire un film con, mais qui soit un vrai buffet à volonté, quoi. Attendez-vous à voir quand même des vrais mouvements de caméra. Il y a le climax de Little Nicky, c'est une série, t'as un décor gigantesque, t'as, je crois, 200 figurants, t'as des cascades câblées dans tous les sens, des VFX, des maquillages prosthétiques, enfin, ça a coûté une blinde. Alors, si t'aimes pas le film à ce stade-là, à mon avis, tu t'es déjà pendu, parce que au bout d'1h20, t'en peux plus, quoi. Mais c'est un film qui a les moyens de son absence totale d'ambition, quoi, qui est colossal. Et alors, j'avais pas fait le rapprochement avec Barbie, mais t'as raison, c'est le même schéma narratif, plus ou moins. Après, j'ai pas vu Barbie, moi, mais c'est, à mes yeux, c'est une énorme, une brillante opération commerciale, opération marketing Barbie. Le marketing de Barbie, il a réussi à te vendre l'univers de Barbie autant que sa déconstruction quelque part. Little Nicky, lui, il a rien déconstruit du tout. Il y a un chien qui dit des grossièretés avec la voix de Jean-Marie Bigard et ça va être rigolo, tu vois. Ça se résume un peu à ça. Il y a une raison périphérique d'aimer Little Nicky qui est pas directement liée au film, c'est le fait qu'il soit sorti il y a 25 ans. C'est un film qui a été pensé par des cerveaux qui n'avaient pas été exposés à des gifs. Il dure 80 minutes ce film, il dure pas 80 fois 1 minute. Il ne serait pas fait comme il a été fait si on le réalisait aujourd'hui. Petite parenthèse, est-ce que tu connais un film qui s'appelle Grimsby, agent trop spécial? Ouais, j'étais sur le point de t'en parler. Ouais. C'est un sommet de comédie régressive avec Sacha Baron Cohen, une histoire d'espionnage bourrée de gags sous la ceinture. D'ailleurs, au passage, un gros big up à l'équipe de nos ciné et ensuite de Capture Mag, avec Stéphane Moïsakis dans les deux cas, qui ont mis en lumière ce chef-d'œuvre. Mais c'est un exemple rare de comédie régressive. Ouais, Grimsby, c'est 2016, donc c'est vrai que là aussi, voilà, ça fait 10 ans cette année. Et déjà en 2016, ça paraissait un film anachronique parce que c'était déjà un risque énorme, ce genre de délire jusqu'au boutiste, presque suicidaire de la part de ceux qui ont signé pour ce projet. Déjà à l'époque, c'était déjà surprenant de voir autant d'argent dépensé dans une comédie avec ce ton-là et cette logique comique là. Et je trouve que c'est dommage effectivement de plus voir des films de ce genre-là au cinéma mis en avant par les majors, parce que c'était un humour qui, mine de rien, faisait écho à plein de choses, une certaine forme d'immaturité masculine souvent, hein. C'est souvent des personnages masculins, une débilité assumée jusqu'au bout, assumer une fantaisie, assumer des personnages autres, des personnages étranges. Tu vois, par exemple, les frères Farrelly, ils ont fait 2 en 1, ils ont fait un film dont les personnages principaux étaient des Siamois. Donc il y avait aussi ce côté un peu freaks d'une certaine façon. Aujourd'hui, c'est plus vraiment politiquement correct, mais c'est dommage parce que ça parlait aussi de personnages qui assumaient leurs différences, leur extravagance, l'absurdité d'un monde, l'absurdité d'un mode de vie. C'était pas frontalement politique, mais ça racontait quand même quelque chose sur les sociétés occidentales actuelles, quoi. Et il y a un autre truc que je regrette, c'est qu'on n'ait plus des concepts de comédie, des concepts de départ qui se basent sur des univers extraordinaires, sur des mondes inconnus, des choses comme on voit dans Little Nicky avec l'enfer, une dose de fantastique, une dose de fantaisie, une dose de magie. Tu vas avoir des projets comme ça sur les plateformes. Il y a un film avec David Harbour qui joue un fantôme. Je sais que les auditeurs et les auditrices pourront me dire qu'il y a eu tel film sur Netflix, tel film sur Apple Plus ou sur Prime Video, mais des grandes comédies qui fédèrent, qui nous rassemblent et qui partent d'un postulat fantastique, d'un postulat étrange, voire merveilleux. On n'en voit plus vraiment. La seule exception, là encore, c'est Barbie, avec son monde rose très artificiel, comme ça. Bon, moi, le problème, c'est que j'ai pas particulièrement apprécié Barbie. En tout cas, dans sa dimension de comédie, je trouve pas que ce soit particulièrement efficace. Donc bon, je suis un peu resté sur ma faim et voilà, je regrette qu'on n'ait plus des films, pas forcément dans l'univers de Little Nicky, mais dans la même logique de façon de traiter un univers que Little Nicky. Ça ne se fait plus aujourd'hui, comme tu le signales, hein. Ça ne se fait plus du tout, ce genre de film. Ça ne se fait plus, mais il a existé en 2007 un film qui s'appelait Super Grave, que tu as sûrement vu, de Greg Mottola, sur l'éternelle histoire
l'histoire de 3 adolescents, dont un campé par Jonah Hill, qui veulent perdre leur pucelage avant leur dernière soirée au lycée. Mais ce film-là a l'excuse de l'adolescence. On vient voir des personnages qui, vu leur âge, sont immatures. Les comédies où des adultes régressent, où des adultes jouent comme des enfants, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. C'est ce que fait Little Nicky de bout en bout, et c'est bien pour ça qu'il méritait son petit Hollywood's Bowl. Dernière petite chose pour conclure, le film est, on peut le dire, oublié, mais il n'est pas si oublié que ça, car au miracle, fin mars 2026, est sorti un Blu-ray 4K, s'il vous plaît, en steelbook chez Shout Factory de Little Nicky. Donc c'est un Blu-ray zoné pour les lecteurs américains, mais allez savoir, peut-être qu'il fera aussi son apparition en France. On croise les doigts. Though I cannot see with these blind eyes, I know the good Lord still loves me. He loves all of his children. Why, he loves you. That's the And he loves you. Here he goes. You make the Lord very nervous. All right. I'm burning now. Take it easy. Hellfire is burning me alive. He's burning. Burning me. The beast is alive.